du site et de la chaîne YouTube et du podcast Écran Large. Et donc nous sommes aujourd'hui ici pour vous parler des super-héroïnes au cinéma. Super-héroïnes, super méchantes, super meufs en tout cas, de l'univers comics porté au cinéma. Et alors donc pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? C'est parce que ça nous semblait assez évident qu'il y avait des questions en fait que la représentation des super-héroïnes posait aux spectateurs. Et donc en fait on est parti du constat de départ, si vous voulez, qu'on peut tout savoir, je pense en tant que lecteur et spectateur, c'est que les super-héroïnes souvent dans les films servent essentiellement de caution sexy ou de support à histoire romantique pour les super-héros et existent rarement par elles-mêmes, sont moins représentées, ont moins de personnages et surtout des personnages moins intéressants. Ça je pense qu'on a tous pu l'observer. Mais toujours est-il que ces dernières années, on a aussi toutes et tous vu qu'il y avait beaucoup plus de films et d'œuvres qui leur étaient consacrés, qui avaient davantage de personnages et qu'elles étaient tout simplement plus présentes sur les écrans avec davantage de propositions. Donc on pourrait se dire, super, c'est une chouette révolution qui se présente à nous et un pas en avant pour les représentations des femmes à l'écran et notamment dans l'univers souvent très masculin des comics et des super-héros. Mais on s'est aussi dit que finalement tout n'est pas si beau et que c'est pas si simple et que notamment en fait, les nouvelles représentations qui sont proposées par ces derniers films posent aussi pas mal de problèmes et finalement se retrouvent enfermés un petit peu dans les mêmes carcans. En tout cas c'est ce qu'on va vous proposer d'analyser. Donc voilà, j'ai Déborah et Geoffrey avec moi et on va se poser ces questions. Petit juste disclaimer avant de commencer, pour préciser, évidemment on n'a que 45 minutes donc on ne va pas pouvoir parler de tous les personnages, de toutes les représentations. On va se focus essentiellement sur le cinéma et quelques séries web, télé. Et donc on ne va pas pouvoir parler de tout le monde, on va essentiellement se concentrer sur quelques héroïnes. Est-ce que ça marche? Oui, voilà. Sur quelques héroïnes dont on s'est dit qu'elles concentraient spécialement les sujets qu'on veut aborder, qu'elles étaient spécialement représentatives. Donc voilà, on va essayer d'en citer d'autres, mais on ne pourra pas tout citer. Et on inclut dans super-héroïnes aussi des femmes, Catwoman qui ne sont pas spécialement toujours positives. Mais bref, on va essayer d'avoir un peu de cohérence autour de tout ça. Si je commence. Oui, j'allais dire en termes d'intro déjà bonjour, mais qu'on a regardé un petit peu pour rigoler jaune. En l'espace de les 6 dernières années, il y a eu autant de films de super-héroïnes, voire plus, que les 30 années précédentes au cinéma. Ce qui donne déjà une idée de pourquoi on s'est dit que ce sujet de conférence était intéressant. C'est qu'il s'est passé un truc ces dernières années, pour le meilleur et pour le pire, à chaque fois, mais il y a vraiment un truc qui se passe. Et la question c'est, est-ce que ça avance, comme vous avez dit, et le cas de Catwoman est un bon premier pour commencer, je pense. Je sais qu'il te passionne, et surtout que c'est un des premiers qui a autant marqué et excité les gens avec le film de Tim Burton. Voilà, alors ce qui est hyper intéressant, moi je trouve, avec le personnage de Catwoman, je ne vais pas mettre slide, c'est qu'en fait, dans la représentation qu'en fait Tim Burton, c'est évidemment un personnage qui est extrêmement sexualisé et un personnage qui, de manière assez représentative aussi, donc des femmes à l'écran, souvent n'a pas beaucoup d'impact sur le scénario, a des motivations essentiellement personnelles, psychologiques, c'est son mal-être qui l'a défini et ses motivations sont complètement égoïstes, en tout cas ne concernent qu'elle-même. Elle n'a pas d'ambition politique dans ce qu'elle fait. Donc ça c'est assez représentatif effectivement de l'impact des femmes sur le scénario des films de super-héros, mais ce qui est intéressant dans le film de Tim Burton, c'est que le personnage et le film en sont très très conscients et ont justement un discours là-dessus, mettent en scène Catwoman de cette manière. Et donc on a un personnage qui a un costume hyper sexy, qui a un aspect, une connotation très très BDSM. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage en est en fait à fabriquer son propre costume, on la voit faire, et elle a ce désir en fait d'exprimer ça. Et ce que j'aime bien dans cette idée que le costume a une connotation BDSM, c'est qu'en fait ça fait à la fois, ça représente la femme qui a envie de prendre en main sa sexualité et tous les aspects de sa sexualité, et en même temps ça renvoie une connotation un petit peu de douleur et ça la fétichise malgré tout, même dans sa prise de liberté. Comme si le personnage ne pouvait finalement jamais sortir du fait qu'elle reste un objet de désir et qu'elle est soumise en fait à l'impact plus fort que les hommes ont autour d'elle sur le scénario et sur elle-même. Et en fait moi je trouve ce personnage et ce film fascinant à ce niveau-là parce que je trouve ça brillamment mis en scène et très très intelligent et très pensé de la part de Tim Burton. Tim Burton qui d'ailleurs du coup était beaucoup plus intéressé à l'époque, notamment dans ce film-là, par ses
méchant plutôt que par Batman. Oui, c'est ça qui est assez beau dans le film. Pour ma part, c'est un film que je trouve passionnant pour le pingouin et surtout Catwoman, qui représente clairement l'amour de Tim Burton pour les personnages marginaux, à une époque où faire un film centré sur Catwoman aurait sûrement été impossible. Donc c'est un film sur Batman, c'est le deuxième, et on sent que cette fois il a la liberté, l'envie et les moyens de se concentrer sur les gens qui lui sont chers, c'est-à-dire les gens qui sont les laissés pour compte, les freaks, avec le pingouin, avec Catwoman, qui sont les personnages beaucoup plus creusés que Batman, à mes yeux, dans ce film-là, et ceux qui représentent toute l'ambivalence, toute l'ambiguïté, notamment Catwoman, entre d'un côté la petite chose fragile malmenée par les hommes, de l'autre la femme castratrice surpuissante, et il y a cette scène magnifique où elle danse avec Bruce Wayne, et on sent qu'elle est vraiment déchirée dans son corps intérieur entre ces deux facettes, et elle aimerait être quelque chose, on la force à être autre chose, elle est déchirée entre les deux, elle essaie de trouver qui elle est au milieu, et à la fin elle ne trouve pas qui elle est, puisque c'est une espèce d'explosion littéralement à l'écran, elle renaît à la fin dans cette dernière scène, c'est même pas Michel Pfeiffer je crois, mais on sent qu'il y a cette espèce d'éternel paradoxe de la femme qui veut reprendre sa sexualité, qui veut être attachée un peu à l'émotion du spectateur, qui veut aimer et en même temps qui veut détester Bruce Wayne, qui veut être là et en même temps veut disparaître, ce qui la rend assez passionnante, alors que pourtant c'est un second rôle. Et c'est ça qui est assez beau, c'est que c'est à l'époque où elle est condamnée à être à ce second rôle, et ben elle devient beaucoup plus, ce bruit n'est pas du tout gênant, on est d'accord. Elle devient un personnage beaucoup plus passionnant alors qu'elle est en arrière-plan. Et c'est, on va voir avec le film Catwoman de Pitoff, à quel point c'est le miroir parfait de comment faire un beau personnage féminin qui est vraiment passionnant et qui n'est pas là pour être juste aimable, belle, bonne ou forte, faire un vrai personnage avec de multiples dimensions. Et j'ai un peu l'impression qu'on n'avait jamais réussi à trouver quelque chose d'aussi beau, d'aussi intéressant, d'aussi complexe. Alors qu'on aurait dû, en plus, puisque même si Batman le défi a moins été un succès que le Batman, il a très rapidement été question de faire un film centré sur Catwoman, où on aurait le retour de Michel Pfeiffer et de Tim Burton à la réalisation. Ça aurait été vraiment un film où, après ce premier pas en avant de Batman le défi, on aurait fait 4 en avant encore plus, en la mettant au centre de son histoire et surtout en évacuant le côté vengeance du personnage qui se bat avant tout pour elle et pour retrouver sa dignité par la vengeance. Là, on aurait plus eu une super héroïne dans le sens où ça aurait été le personnage féminin qui va se battre pour les autres. Sauf que malheureusement, ça a été pris dans un enfer de développement, le projet a énormément traîné et au final, c'est devenu la version Ali Berry de Pitoff et je suis sûre que tu veux nous en parler, Jean-Pierre. Non, en fait, ce film, qui a vu Catwoman de Pitoff dans ce public? Mais bon, on sait tous ce que c'est. C'est un pur produit de studio. Bon, à ce niveau-là, c'est rien d'exceptionnel. Ça a vraiment été fait n'importe comment, quasiment tout le monde le renie. Acheté de jeunes, Nicole Kidman avait failli faire le film, donc ça traîne un long moment à une époque où je disais pourquoi pas reprendre Catwoman. Et ce qui est intéressant, c'est que le casting de Halle Berry, c'est à une époque où elle était la James Bond girl fantasme et elle venait d'avoir un Oscar. Alors je vous laisse deviner laquelle de ces deux facettes a joué dans le casting d'elle en Catwoman. Et les premières images promo du film, je suis assez vieux pour m'en souvenir, c'était des trucs qui ressemblent un peu à ça. C'était encore pire, c'était Halle Berry devant des fonds neutres, on aurait dit des essais costumes, d'ailleurs c'est sûrement ce que c'était, avec aucune mise en scène, c'était juste, regardez dans notre film, Halle Berry, elle est bonne, elle est à poil, regardez le costume, on en montre encore plus, donc venez voir notre film. Je n'exagère pas, c'est vraiment, je pense, comme ça qu'il a été conçu. Et alors, ils ont fait beaucoup de chiffres promo, ils ont dit Halle Berry a participé au costume, elle s'émancipe, c'est une déesse, machin, blabla. Le résultat est quand même assez ridicule, surtout que, c'est ça qu'on se disait qui est assez paradoxal, c'est que dans la version de Burton, le personnage de Catwoman est lié à ce côté sexuel. Donc c'est pas bien, on ne juge pas ce côté-là dans le traitement au cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Burton, c'est un vrai moteur pour le personnage. C'est dans cette logique de revanche, de reprise de pouvoir, de reconquête de son corps et du monde des hommes. Et il y a plein de scènes où elle joue vraiment la sensualité, que ce soit avec Bruce Wayne ou avec le pingouin. On sent que c'est une arme et qu'il y a un jeu et quelque chose de vraiment qu'elle assume et qu'elle utilise. Et dans la version de Pitoff, qui en fait n'est pas la version de Pitoff, qui est la version de Warner Bros, personne n'a fait ce film à part des producteurs à moitié endormis, j'espère. Elle n'a rien de sexuel. C'est la version bisounours parce qu'elle est à moitié nue. Mais la relation qu'elle a avec Benjamin Bratt, c'est un petit bisou et c'est une parade adolescente. Il n'y a absolument rien qui est sexuel. Et pour autant, elle est beaucoup plus à poil. C'est là qu'on voit à quel point ils ont dû se dire quelle est l'essence du personnage de Catwoman.
C'est une femme qui ressemble à un chat, du coup, étendu un masque avec des oreilles de chat, et elle est nue, et elle est avec du latex et du cuir et d'autres trucs tout jolis et tout excitants qui pourront servir pour les affiches. Et à part ça, en fait, dans le scénario, c'est jamais traité. C'est pas du tout une femme qui reprend le pouvoir de ses sexualités, c'est une femme qui était malmenée par le monde en entier, qui a été tuée par ses employeurs Lambert Wilson et Sharon Stone parce qu'ils avaient peur qu'elle fasse un article dans Mediapart en gros, et après elle revient, elle est à moitié nue, ce costume, il n'y a pas du tout, comme tu disais Judith, cette création du costume, de qui je veux être, comment je me redéfinis, et après elle joue au basket et à la fin elle griffe Sharon Stone et elle gagne. Et il n'y a absolument rien d'intéressant, c'est juste une espèce d'énorme farce, comme cette scène de basket le montre très bien, c'est une espèce de jeu avec personne qui pilote, et c'est un sketch interminable, c'est un sketch qui est très gênant, et surtout le film a été absolument un désastre au box-office, et tout le monde s'en est foutu. Halle Berry, la première, a été récupérée sur Razzie Award, qui est l'équivalent de l'Oscar, donc un sketch qui est beaucoup plus génial que le film lui-même, et les scénaristes depuis ont répété qu'ils ont été 28 à passer dessus depuis que ça a été crédité, que ça a été fait n'importe comment. Donc voilà, c'est un pur produit d'usine, fait pour les pires raisons, et surtout qu'il y a eu des conséquences au-delà de la médiocrité du film. Ce qui est terrible, c'est que clairement, quand on fait un film de super-héroïne, on n'a pas droit à l'erreur. C'est justement ça qui a fait qu'il y a eu autant d'années pour avancer. Sur les suites. Non, mais par contre, je veux rebondir 2 secondes sur ce que tu es en train de dire, sur le fait que justement, elle a une histoire très bisounours dans le film. C'est vraiment la définition, l'objectivisation de la femme au cinéma. C'est vraiment, elle n'est que support d'un regard désirant, mais elle n'a aucune volonté sexuelle propre. Et du coup, l'histoire de Catwoman après à l'écran, ça s'est poursuivi beaucoup avec les films de Nolan et ensuite plus récemment de Matt Reeves. Si tu veux nous en parler, Déborah. Oui, les versions d'Avataro et plus récemment de Zoe Kravitz, quand même, on a pu le voir, on n'est pas du tout sur la version Halle Berry, c'est des versions un petit peu plus modernisées. Mais là où le film Catwoman était vraiment la promesse d'émanciper Catwoman de l'univers de Batman, de lui créer vraiment sa propre mythologie, jusqu'à carrément lui changer de nom, ce que j'avais trouvé plutôt intéressant, pour vraiment la remettre au centre de sa propre histoire. Là, même si oui, les nouvelles versions sont plus décentes, on va dire, elles redeviennent ses seconds rôles, elles redeviennent ses love interest en fait toujours ancrées à Batman. Et elles ont, comme tu disais, en fait, un rôle de support dans le scénario où elles vont avoir un petit arc narratif, mais elles seront toujours là au final pour donner la part belle au héros et rester dans son monde, vu que ce sont des rôles secondaires, ce ne sont pas elles qui ont le grand rôle. Et on peut s'interroger par exemple sur la Catwoman de Zoe Kravitz, vu qu'on a vu que Matt Reeves avait dans l'idée d'étendre tout un univers, il y a déjà des projets dérivés qui ont été annoncés, que ce soit sur le Pingouin ou sur le commissaire Gordon et la police de Gotham. Et le spin-off de Catwoman, apparemment il y a eu des discussions, mais on n'en a plus jamais entendu parler. On sait qu'elle sera dans la suite, mais est-ce qu'à un moment, là encore, elle va pouvoir s'émanciper de tout ça et avoir sa propre série, son propre film? Mine de rien, même si ça paraissait être une évidence avant la sortie et même quand on regarde le film, au final c'est toujours pas le cas. Oui, parce que, comme vous le savez, la série Le Pingouin arrive, alors que Catwoman ne l'a pas. C'est assez intéressant parce que les deux ont été popularisés en partie par le film de Tim Burton, et aujourd'hui il n'y a aucun projet concret, il n'y a même pas vraiment de rumeur avec Zoe Kravitz. Parce que personnellement, je trouve assez fou pour un personnage qui a été autant remis en avant. Dans la promo, parce que finalement dans le film, c'est encore un autre débat. Mais disons qu'il donne l'illusion qu'elle est importante dans le film. Oui, voilà. Bon. Au moins, je sais plus, sinon celui-là, elle a des talons aiguilles comme Anna Hathaway. Oui. Ouais, ok, bon, voilà. Perruque, talons, cuir. Faudra qu'on m'explique pourquoi dans un univers qui veut absolument rendre Batman et toute sa clique réaliste, pourquoi est-ce que Catwoman est censée se battre en talons aiguilles. Mais bref. On nous a répondu que c'est parce qu'elle avait des lames ou je sais pas quoi pour se battre avec. Ça ne te convainc pas. Puis elle a un rouge à lèvres laser aussi, sûrement. Alors, donc, ce qui était intéressant, donc, c'est qu'entre le film de Nolan et entre le film de Matt Reeves, il y a eu une autre proposition de super-héroïne au cinéma, cette fois-ci avec Wonder Woman et donc Gal Gadot dans le rôle. Et du coup, voilà, elle a fait une autre proposition de super-héroïne complètement différente. Ça a un petit peu été vécu comme une révolution, dans le sens où ça a très vite été une évidence de faire des films sur Superman et Batman. Par contre, la troisième personne qui fait partie de la trinité de DC, ça a été un très long parcours. Pourtant, voilà, on voit avec Linda Carter qui a incarné Wonder Woman
Woman dans la série des années 70, il y avait beaucoup de popularité autour de ce personnage, il était parfaitement identifié, et pourtant il a fallu attendre en 2018 pour que sorte le film, alors qu'il y avait déjà des projets qui étaient en discussion, notamment un avec Joss Whedon qui sortait auréolé de Buffy contre les vampires, mais qui au final ne s'est jamais fait, et en plus on a vu par la suite quand le script est sorti en ligne qu'il y avait quand même quelques petits problèmes, et notamment liés au sexisme, pas seulement des personnages masculins dans le film, mais du regard de Whedon lui-même, le regard qu'il portait sur Diana, qui reste emprisonné dans son regard, qui restait en fait une femme désirable avant tout, et sa beauté se mesurait à sa force en réalité. Et le Wonder Woman de 2018 est sorti, et on peut penser à selon ce qu'on veut du film, je trouve particulièrement réussi, mais il y a quelque chose qui a tranché, ça a été ce qu'on a appelé le female gaze, donc le regard féminin, c'est-à-dire que Wonder Woman est presque devenu une théorie féministe, un objet d'étude, et notamment de cette fameuse scène de sortie de tranchée où la tentation aurait pu être de la filmer un petit peu comme une jet girl qui sort d'une piscine, et ça n'a pas du tout été fait comme ça. C'était des gros plans, des ralentis, mais surtout ses accessoires pour lui redonner de la force et montrer qu'une super-héroïne n'est pas forcée d'être sexualisée par la caméra et par la personne qui se tient derrière, tout simplement. Et ce qui est intéressant du côté industriel, c'est que, comme le dit Déborah, le film a eu beaucoup de mal à se monter dès les années 90. La photo magnifique du milieu, si vous ne la connaissez pas, c'est un projet de série télé, un pilote qui a été tourné, qui a été léché sur le web et qui n'a jamais donné lieu à une série. Et ce que vous voyez sur l'image, c'est un peu ce à quoi ressemble la série. C'était une espèce de comédie romantique qui ressemble à She-Hulk, pour utiliser la prochaine partie de la conférence. Et le projet Wonder Woman a beaucoup galéré à exister, alors que pourtant ça pourrait être une évidence. Et un petit indice sur le fait qu'on n'est pas parano vis-à-vis de la peur qu'avaient les producteurs de faire un film avec une femme en super-héroïne. En 2014, il y a eu un piratage massif de mails du studio Sony, probablement par la Corée du Nord, à priori. Et il y a un mail assez intéressant qui a leaké, et c'était un échange entre l'ancien boss de Marvel et le boss de Sony. Et c'était un récap de pourquoi il fallait pas faire de film avec des super-héroïnes. Et il mettait les chiffres au box-office de Supergirl, Elektra et Catwoman en disant, en gros, comprenez bien qu'un film de super-héroïne, non seulement c'est toujours de la merde, mais en plus les gens n'en veulent pas. D'où le fait, pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça, peu importe qu'on pense de Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins, que ce film a autant compté. C'est que d'un coup, les gens se sont dit, ah mais en fait, on peut aller voir un film de super-héroïne, en fait ça peut rapporter de la thune. En fait, peut-être que les gens s'en foutent de savoir si c'est un homme ou une femme qui tabasse le monde entier. Ou juste que le film soit à peu près bien fait, bien marketé, bien vendu, bien écrit, avec une actrice, voilà, qui a un espèce de package qui fonctionne. Mais il y a quand même un mais par rapport au film qui n'est pas parfait, qui n'est pas la proposition parfaite, qui était déjà un début de réflexion, mais il y a quand même quelques trucs qui vont mal. Je pense que tu peux nous en parler. J'allais faire enchaîner Geoffrey avec la suite. D'accord, bon bah alors. Non mais je peux enchaîner, pour enchaîner sur la suite, c'est que on va arriver à Captain Marvel, qui est un peu la réponse de Marvel évidemment à Wonder Woman. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le personnage de Captain Marvel, c'est un peu la réponse à la fois à Wonder Woman et à Black Widow chez Marvel. Donc Captain Marvel, qui était la première super-héroïne à avoir droit à son film chez Marvel, ça a connu plus de 10 ans et 20 films, si quelqu'un avait encore un doute de la lenteur du processus. Avant ça, il y avait eu Black Widow, qui était certes la première super-héroïne du MCU, elle était là depuis Iron Man 2. Elle n'avait jamais eu droit à son film, elle a eu 7 apparitions, et il a fallu qu'elle meure pour avoir droit à son film solo. Ce qui est une certaine idée de la lenteur et du dernier créneau, parce qu'après c'est foutu. Et Black Widow, depuis le début dans le MCU, était défini globalement par, en premier lieu, le fait que c'était Scarlett Johansson. Et en gros, le film nous crie de sa première apparition, regardez, elle est bonne et on peut même la foutre à poil, c'est une poupée. Dans sa première apparition, c'est super d'humour, évidemment, mais Iron Man l'a bandé sur un ring, on dirait quasiment un début de petit porno, avec les regards qu'il y a, la petite moue, tout le monde qui est bien, à se regarder. Et il y a un moment, Iron Man, il sort sa tablette et il montre des photos de Scarlett Johansson en lingerie. Et il dit à Gwyneth Paltrow, oh, elle est bonne, hein. En fait, il dit pas ça à Gwyneth Paltrow, il dit ça au public. Et il dit ça au public masculin. En tout cas, l'idée que le studio se fait du public masculin qui veut sûrement voir Scarlett Johansson à poil avant de la voir exister
en tant qu'héroïne, en tant que personnage. C'est une espionne, dans les comics, Black Widow utilise la séduction comme une arme, on est d'accord, hein, tout ça c'est fait pour être respectueux, pour être malin, pour être drôle. Et Scarlett Johansson, la première, avec le recul, on a parlé en se disant bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu client, hein, je trouvais ça drôle, mais quand même. Par la suite, dans ces 7 apparitions, elle est toujours restée au second plan. Elle était sur les affiches parfois. Hein. Sur Captain America 2, elle est là, avec ses seins, tout ça. Encore une fois, Scarlett Johansson a commenté en disant tiens, c'est marrant, je ne reconnais pas du tout mon corps, mais bon, elle est là, elle est mise en avant. Elle a toujours servi, c'était une vraie héroïne dans le sens où elle aide les personnages masculins. Elle est là, elle est pas bête, elle a des compétences, elle est intelligente, elle est poussée, mais elle reste auprès des héros masculins. Et son évolution, si j'étais de mauvais esprit et je le suis, je dirais qu'elle est surtout passée par les couleurs de cheveux, ses coupes de cheveux, ses tenues. C'est vraiment les trucs qui ont le plus évolué. Ah non, j'oublie, il y a aussi le fait qu'elle a flirté avec quasiment tous les mecs de l'équipe des Avengers. Et toi, ça te rappelle quelque chose, donc, qui a eu des interviews, je sais que tu as beaucoup aimé ça. Je voulais le placer. Mais ce qui est assez représentatif, c'est aussi le regard que pouvait porter l'ensemble du casting de Marvel. Il y avait eu cette interview à la suite de la sortie de Civil War, qui était avec Jeremy Renner et Chris Evans, et une journaliste pose la question par rapport à Black Widow, en gros, quelle sera la suite de son aventure, avec quel héros elle est susceptible de finir. Et Jeremy Renner, dans une classe intersidérale, va tout simplement dire dans un grand éclat de rire, en gros, bof, c'est une pute, qui en plus fait beaucoup rire Chris Evans derrière, et pour moi c'est vraiment la preuve ultime que ce personnage était défini pas avec qui elle pouvait potentiellement finir, avec qui elle pouvait potentiellement coucher, bon, même si dans Marvel on ne couche pas parce qu'il n'y a pas de sexualité, mais j'avais trouvé ça assez aberrant, c'est toujours aberrant, et la regard qui se battent, mais bon, qui sont pas trop musclés non plus, voilà, fortes dans une certaine manière, dans une certaine mesure, mais qui en même temps, alors du côté de Wonder Woman, sont quand même écrites vis-à-vis de l'histoire d'amour qu'elles ont avec un homme qui doit définir leur ambition pour le scénario, et dans le cas de Captain Marvel, juste un petit soldat complètement édulcoré, on va dire, qui n'a pas d'autre ambition pour le coup que de juste faire le bien et qui a du mal à exister par elle-même aussi. C'est ça que je trouve fascinant dans ce film, et peu importe ce qu'on en pense. Moi je pense que c'est nul, mais le personnage est assez passionnant parce que c'est vraiment, c'est un peu comme s'il s'était dit, déjà on a loupé le coche de la première super-héroïne avec DC en face, même si le projet Captain Marvel tournait depuis des années parce que le boss avait beaucoup de mal à le faire à l'époque, et d'ailleurs Captain Marvel devait apparaître à la fin d'Avengers 2, ça devait être sa première apparition avant qu'ils se disent c'est quand même un peu nul, personne ne va comprendre qui c'est la blonde au fond de l'écran. Et quand elle apparaît, c'est aussi la réaction à Black Widow. Donc, comme tu dis, c'est un personnage qui n'a pas de romance. C'est un truc assez exceptionnel de la film de super-héros, parce que tous les mecs, même eux-mêmes, sont définis caractérisés par une romance, par une fille à sauver, une fille qui rencontre dont ils tombent amoureux. Elle est définie par quoi? C'est une soldat, c'est une pilote, c'est une guerrière. Elle n'a pas besoin de mec, elle n'a pas besoin d'être dans la séduction. Sa tenue, c'est une tenue, c'est une armure. Quand on la voit en civil, elle a un jean, elle a une veste, elle a un t-shirt Nine Inch Nails, elle a une casquette, quoi, où on voudrait montrer que vraiment elle a un côté un peu masculin, elle n'est pas là pour être jolie, elle est pour être mignonne. Et elle est définie par sa relation à Nick Fury, qui n'a absolument rien de l'ordre de romance, c'est un professionnel, des collègues, ou peut-être un rapport interne, et avec son ami pilote, qui est, elle, une mère célibataire, et donc ce sont des collègues. Et vraiment, la figure du mec qui pourrait être un love interest est complètement effacée. Et à côté de ça, contrairement à Black Widow par exemple, elle est surpuissante. Et tout ça fait qu'on arrive à un personnage dont en fait ils savent pas trop quoi faire. Parce qu'elle a tellement de pouvoir qu'on les met une puce pour être sûr qu'elle fasse pas grand chose. Elle est tellement puissante que dans une game, elle vient faire coucou et après voilà, tu te dis mais pourquoi t'étais pas là avant meuf? C'est un peu la merde comme sur la Terre et dans la galaxie. Et petit truc que je trouve assez intéressant, c'est dans la suite Captain Marvel, qui s'appelle pas Captain Marvel 2, qui s'appelle The Marvels, et c'est toujours pas sur elle, uniquement avec ses pouvoirs libérés, c'est sur 3 héroïnes. Alors, je sais pas si j'ai l'esprit mal placé de me dire, mais en fait, ils savent pas quoi en faire. C'est quand même un personnage qui a eu une origin story, pourquoi ne pas lui consacrer un film en entier, et il lui donne 12 ans. Ta maman t'attend au point info du pavillon 6, patient cadet. C'est comme s'ils avaient besoin de consolider finalement le personnage qu'ils ont fabriqué. T'attends au point info du pavillon 6. Est-ce qu'on peut le voir en fait aussi bien avec le personnage de Wonder Woman que Captain Marvel et finalement toutes celles dont on a parlé, c'est que malgré tout il y a un point commun qui reste entre toutes celles-là, c'est qu'elles sont toutes faites dans le même monde et qu'en fait il y a quand même un standard type de la femme qu'on trouve dans les films de super-héros. Elle est jeune, elle est belle, elle a une silhouette qui correspond à certains standards, des cheveux qui correspondent à certains standards, tout ce que vous voulez. Mais justement, ce qui était intéressant, c'est que plus récemment,
s'est présenté l'occasion de sortir de ce moule et de proposer autre chose. Ok, j'aurais pu passer cette slide avant, excusez-moi. C'est proposé une autre occasion avec She-Hulk. Oui, et Déborah parle beaucoup mieux que moi, mais She-Hulk, c'est vrai que c'était en gros l'occasion de, pour une fois, c'est appeler ça les comics. Il y a diverses versions, mais c'est une femme qui est définie par ses muscles. C'est la réponse à Hulk, et Hulk n'est pas vraiment fait dans la même loi que Thor, c'est vraiment un musclore, c'est une monstruosité, c'est un freak. Et est-ce que She-Hulk est vraiment ça? Ce qui était vraiment dommage avec le personnage de She-Hulk, c'est qu'on peut toujours se dire Hollywood regorge d'acteurs qui sont bodybuildés, mais pas forcément d'actrices qui ont un physique d'haltérophile et qui seraient aussi bankable. Donc il y a forcément un déséquilibre au niveau des choix. Mais avec le personnage de She-Hulk, les créateurs n'étaient pas obligés d'être attachés au physique de Tatiana Maslany. C'est un personnage qui peut être complètement hors norme, monstrueux, qui est soumis en fait à aucune norme, et ils ont quand même décidé de faire l'inverse et de faire une She-Hulk qui certes est grande, elle doit mesurer à peu près dans les 2 mètres 30 à peu près, mais ça reste quand même un physique assez lambda, un peu un physique athlétique, mais qui n'a strictement rien à voir avec le déchaînement de colère attendu. Alors oui, le scénario d'un côté nous dit mais c'est parce qu'elle maîtrise mieux ses émotions, parce que c'est une femme justement plutôt que Hulk, et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette différence. J'ai envie de dire par exemple le professeur Hulk qui lui en fait est une grosse banner mais qui a gardé en fait ses facultés et qui n'a plus le QI déficient du Hulk, reste quand même un personnage hors norme. Je veux dire même Dwayne Johnson qui est petit à côté. Mais She-Hulk, elle, n'a pas eu droit à ce traitement-là. On a voulu en faire une femme séduisante, et c'est même en fait un peu le propos de la série, le fait qu'il y a le personnage de Jennifer Walters, donc qui est une femme. On voudrait nous faire croire que le personnage de Tatiana Maslany est une femme lambda, pas très belle, pas très très belle, mais lambda, et She-Hulk, qui est en fait cette espèce de grande déesse qui porte des robes qui lui font un super cul, et c'est ses copines qui le disent, qui a des dates sur Tinder et qui attire les gars parce qu'elle est super belle. Et ce qui est intéressant, c'est que l'horrible photo de Wonder Woman qu'on a mis tout à l'heure avec qui ressemble à un cosplay, c'était une série donc, qui n'a pas donné lieu de série, c'était un pilote, donc tout a été annulé, c'était quasiment le même pitch. C'était, en fait, c'est ok, Diana et Jennifer, c'est des super-héroïnes, elles ont un travail, c'est des femmes accomplies, mais quand elles rentrent le soir avec leur chat devant leur micro-ondes, est-ce que leur vie n'est pas compliquée? C'est vraiment le pitch de série, hein. Sauf que celle-là, elle a eu lieu, et ce qu'on dit, c'est pas que le projet et l'intention, la note d'intention sont pas intéressants. Pourquoi pas faire une comédie romantique avec ça? Pourquoi pas faire Ali McBeal avec She-Hulk? Ce qu'on trouve intéressant, pour ne pas dire dommage et triste, c'est qu'il y avait une occasion de faire un truc un peu différent. Il y avait une occasion de ne pas retomber dans ce truc-là et de montrer un corps qui était différent. Toutes les autres super-héroïnes, comme disait Judith, elles sont faites dans le même moule. Elles sont vraiment similaires, peu importe si on a Scarlett Johansson qui joue Black Widow, qui est donc une humaine super muscleuse, ou une déesse avec Gal Gadot, ou une super-héroïne surpuissante et aussi forte qu'un soleil et qu'une planète entière, avec Captain Marvel. Elles sont très similaires, les actrices, dans le choix de la représentation. Et quand on regarde les hommes, ils sont pas pareils. Quand on regarde Chris Evans, Mark Ruffalo, c'est un petit peu, c'est la diversité sur le Hollywood, bien sûr. Mais là, on se dit pourquoi She-Hulk, ils n'ont pas pris quelque chose, pourquoi ils n'ont pas pris quelqu'un, pourquoi ils n'ont pas joué avec des CGI, pourquoi ils n'ont pas fait comme la série des années 70 avec une actrice et une autre actrice pour jouer She-Hulk. En fait, c'est ce truc de carcan très très petit qu'on regrette un peu. Ça s'était vu on a des personnages qui sont même pas humains, on a des personnages monstrueux, on a des personnages qui sont répugnants, et tous ces personnages-là, même s'ils restent un peu anthropomorphes dans le fond, tous ces personnages qui ne ressemblent absolument pas à des humains, ce sont des personnages masculins par défaut. Les personnages féminins qui ne sont pas humains, par exemple dans les Gardiens de la Galaxie avec Mantis, Gamora ou Nebula, c'est des versions un peu accessoirisées. On va mettre des petites antennes et des yeux ronds à Mantis, on va colorier un petit peu Gamora et Nebula, mais ça reste toujours bien proportionné. Et on avait vu ça pareil avec, je pense que tu peux parler de She-Venom. Vas-y. Oui, non, mais ce que je trouve dingue, donc, c'est que, pour revenir à She-Hulk, déjà, donc effectivement, comme le disaient mes collègues, c'est que on n'est pas du tout on l'a restreint dans des thématiques qui ne sont plus du tout celles de Hulk, mais qui sont beaucoup plus soi-disant féminines. Donc c'est-à-dire que une femme n'exprime pas trop de colère ou pas trop de passion à l'écran, pas de violence. Donc effectivement, elle trouve le moyen de pas lui en faire exprimer. Alors c'est le principe même
Hulk. Mais donc effectivement, on a l'impression avec ce que tu dis, et donc avec l'exemple aussi de She-Venom et donc de She-Hulk, qu'en fait, tous ces personnages-là ne sont que des exemples de la règle 34 où en fait on va transformer en version pseudo-pornographique tout élément et en faire un fantasme à partir du moment où il passe au travers du prisme du féminin. Donc c'est vraiment, on prend n'importe quel concept, Venom, Hulk ou les extraterrestres, ce que tu veux, n'importe quelle forme de monstre, et le passer en version féminine, que ce soit désirable, on va dire, aux yeux d'un regard masculin, hétéronormé. Et donc on a l'impression vraiment que les femmes ne peuvent exister à l'écran en tout cas dans les films de super-héros, que si elles sont vraiment rentrées dans le moule qui va faire d'elles un fantasme. Alors peut-être un fantasme avec la peau verte, mais en tout cas un fantasme. Et donc c'était vraiment exactement ce que représentait en fait cette affiche qui t'avait tellement énervé à l'époque. Parce que, évidemment, après on avait vu que c'était aussi un hommage à une couverture de comics, ce qui est un peu une fausse excuse, parce que là, clairement, en plus, ce qui est totalement ridicule, parce que ce talon aiguille et ce tailleur, elle ne porte même pas dans la série qui nous explique que les femmes qui ont un grand gabarit ont un peu du mal à s'habiller et tout ça, ce qui est d'un point de vue intéressant. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce qui m'a énervé avec She-Hulk, c'est toutes ces bonnes idées, ne serait-ce que s'intéresser à la sexualité d'un personnage féminin. Et s'y intéresser par toujours pas, c'est clairement de nous dire que Jennifer Walters, c'est une femme avec une libido qui a envie de rencontrer des hommes sur des actes de passer des bonnes soirées, et c'était super, mais il faut absolument que ça passe par le prisme du physique, et le fait que quand elle se transforme en She-Hulk, elle ait une espèce de brushing totalement parfait, des dents blanches, un nez légèrement aminci et deux tailles de peau de soutien-gorge supplémentaires, on se demande. Mais le traitement de Hulk, quand il se transformait, est-ce que d'un coup il avait les cheveux de Laurent Delahousse ou non, absolument pas. C'est vraiment que sous le prisme féminin qu'on cherche ça. Et on a ça aussi du coup dans le personnage de Mighty Thor dans Thor 4 à travers Nathalie Portman, où là effectivement on a l'impression qu'elle a juste été relookée par Christina Cordula quand elle se transforme. Elle est juste un peu plus blonde, elle a les cheveux un peu plus bouclés, un peu plus lisses, elle est juste plus stylée, mais le maquillage aussi qui va avec. Alors donc on passe quand même de chez les hommes on a ce traitement qui représente une certaine dose de sentiment, de violence que les femmes sont aussi, je vous le jure, capables de ressentir et de vouloir exprimer, à en fait on a juste une paire de jambes vite fait, à peine un peu athlétique, qui est censée exprimer cette force que doit exprimer la femme. Alors, encore une fois, c'est qu'une image, on dirait la fille dans une vidéo, presque à peine suffisante. Oui, je crois que vous savez que l'équipe des effets spéciaux sur cette série qui a été un peu un désastre avec beaucoup de commentaires a dû justement repenser le design pour la rendre jolie, quoi. C'était leur demande. C'est ça, une des personnes qui avait travaillé sur l'équipe d'effets spéciaux de She-Hulk avait expliqué qu'en fait le studio avait demandé plusieurs versions et qu'à chaque version il demandait en fait une version plus petite et amincie. Alors de base il y avait un intérêt de la faire en tout cas plus petite et dans des proportions, en tout cas à une échelle un peu plus humaine, c'était que véritablement le but c'était de s'intéresser à elle, de s'intéresser à ses problèmes de cœur, de ses problèmes de famille, ses problèmes d'avocate, et du coup pour la faire tenir dans le cadre avec les autres personnages, c'était quand même mieux qu'elle soit, on va dire, un peu plus fine. Maintenant, au final, quand on la regarde, oui, c'est une femme athlétique, mais le problème aussi, c'est de se dire qu'au final, il faut réduire le muscle chez le personnage féminin pour qu'il soit plus attractif, alors qu'on aurait tout simplement pu s'intéresser au date Tinder de Jennifer Walters, ou en tout cas de She-Hulk, avec quand même une actrice ou une représentation très très musclée, parce que les femmes très très musclées et la beauté, c'est absolument pas quelque chose qui s'oppose, et c'est véritablement dommage qu'il ait remis dans ce carcan de la femme belle, elle est quand même relativement mince et un peu musclée mais ferme. Ce qui est hyper rageant, c'est qu'en fait, on voit qu'ils n'assument pas du tout les concepts qui sont proposés par les comics, qui eux, pour le coup, se permettent d'aller beaucoup plus loin. Et une fois que ça passe au cinéma, finalement, on n'assume pas que Mighty Thor soit quelqu'un d'effectivement très important, effectivement très puissant, et on en revient, comme tu disais, le film est un peu écrit comme une comédie romantique, complètement, et qu'en fait, à partir du moment où on met des personnages féminins en scène au cinéma, encore une fois, pas dans les comics, on est obligé de retomber dans ces axes-là et dans ces carcans-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on disait que globalement, il y a quand même encore vraiment un problème dans la représentation des super-héroïnes à l'écran, même si il y a de plus en plus de projets qui se développent et qu'il est permis d'espérer pour la suite. Et donc on avait un petit peu envie de conclure avec des types de projets qui nous donnent de l'espoir qu'on aimerait voir porter à l'écran pour essayer de
dépasser ces fragilités et d'aller dans le sens du progrès. C'est vrai que moi j'avais assez envie de dire que je trouve ça dingue qu'aujourd'hui il n'existe pas de projet autour de Poison Ivy qui n'a eu droit qu'à cette représentation catastrophique à travers les traits de Uma Thurman dans le film de Schumacher. C'était Batman et Robin celui-ci. Voilà, parce que Poison Ivy en plus c'est un personnage je pense hyper actuel donc qui pourrait porter des ambitions écologiques, des ambitions féministes, etc. Et ça pourrait être hyper actuel et voilà, ce serait aussi l'occasion de faire un personnage plus monstrueux si c'était possible. Donc voilà, moi c'est un personnage que je voudrais voir porter à l'écran. Et vous avez d'autres idées de projets? Alors, moi pour le coup, ça m'a vraiment frappé quand j'ai vu le personnage de Supergirl qui sera dans le film The Flash. On l'a déjà vu dans la bande-annonce et on avait déjà vu des images de tournage où on voit que déjà c'est une Supergirl en pantalon, ce qui n'est pas si anodin que ça, et surtout la volonté de représenter une Supergirl qui, un petit peu à l'instar de son homologue masculin Superman, est quand même bien forte avec cette espèce d'abdos, mais en fait tout ça évidemment c'est du entourage, c'est un faux costume, et du coup je me disais que il y a cette volonté de représenter plus musclé. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas avoir la volonté d'aller chercher des actrices ou en tout cas des profils féminins qui ont déjà une carrure hors norme? Et j'aime beaucoup le catch et la WWE, donc à chaque fois que je vois ces femmes sur le ring et quand on sait la proximité entre le cinéma et le catch, il y a énormément d'exemples d'hommes qui passaient leur carrière sur le ring, sont passés au cinéma. Je me dis pourquoi c'est pas encore une évidence pour les femmes. On a eu quelques exemples, que ce soit par exemple Ronda Rousey dans Fast and Furious, Gina Carano dans The Mandalorian qui sortait de l'UFC aussi. On a eu dans The Mandalorian aussi une autre qui était Sasha Banks. Donc je me demande véritablement pourquoi ça ne s'est pas encore démocratisé et si véritablement il y a cette volonté d'aller chercher des femmes avec des physiques qui sont déjà un peu plus hors normes, comme on irait chercher un John Cena ou un Dwayne Johnson. Ouais, moi il y a un truc qui à chaque fois m'interpelle, mais on est plein à le commenter, à le voir, c'est qu'il y a encore beaucoup de cloisons. À une époque, évidemment, il y avait peu de femmes qui avaient accès à des blockbusters, et c'est encore beaucoup le cas, ça reste malheureusement exceptionnel. Et donc le premier pas logique, c'était de trouver une femme pour réaliser Wonder Woman, de trouver une femme pour co-réaliser Captain Marvel. Et tant mieux, c'est un peu le chemin naturel, en tout cas le premier pas. Mais moi ce que j'aimerais bien, c'est que, évidemment, les choses se fassent de manière plus naturelle et avoir des femmes qui réalisent des films de super-héros masculins. En fait, il y a des regards divers qui se croisent et que ce ne soit pas forcément un réalisateur afro-américain pour Black Panther, que ce soit une femme pour Captain Marvel 2, puisque c'est le cas, et qu'on ait une femme sur Captain America 12, Captain Marvel America, et qu'il y ait une femme pour Captain America 12 pour Avengers, un peu ce qui s'est amorcé avec Chloé Zhao sur Les Éternels, qui était un film de groupe, mais avec quand même un personnage féminin au centre de l'équation. Et voilà, que le cours naturel des choses soit qu'il y ait moins de femmes au coulisses qui soient sur cette idée de j'ai pas le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de se dire que Wonder Woman, le premier, a été un giga carton. Le box-office américain, qui est quand même le plus important pour les studios, il a dépassé Batman vs Superman. C'est pas anodin, ça a été pour le business un énorme pas en avant. Et le deuxième, sorti pendant la pandémie, a été beaucoup moins bien accueilli. Et hasard, coïncidence, le bordel qui est chez DC, le projet Wonder Woman 3 est mis à l'arrêt, ils ont abandonné, Patty Jenkins a plus ou moins dit au revoir, il y a un projet sur les Amazones et leur île, qui est plus ou moins rangé aussi. Donc c'est un peu comme si Wonder Woman 2, en tout cas en surface, on ne connaît pas les coulisses, comme si la non-réussite, le non-succès de Wonder Woman 2 avait de ce coup effacé le miracle du premier. Et un peu comme si on revenait encore en arrière. Pareil avec Birds of Prey, qui n'a pas marché. Les Shazam 2 ne marchent pas non plus, et les films de super-héros masculins, il y en a tout un tas qui se sont vautrés. Et du coup, qu'est-ce qui va venir de Harley Quinn et quelle va être la prochaine Wonder Woman? Alors, ce serait pas mal, pourquoi pas avoir Wonder Woman réalisé par un homme et qu'une femme réalise le prochain Superman. Ce ne sera pas le cas, c'est James Gunn, mais ce serait bien qu'il y ait un peu plus de trucs qui se mélangent et que ce soit un peu moins. Ok, on a fait notre BA, on a fait un film de super-héroïne super féministe avec une femme, c'est bon, vous êtes contents. Et dans Avengers, à la fin, toutes les femmes elles sont ensemble pendant 3 secondes, vous êtes contents des féministes. Qu'il y ait un peu plus d'intelligence et
finesse. Donc voilà, en fait, pour conclure, le truc c'est que à ce stade, là, au stade où on en parle, comme tu le disais, tous les projets à venir de personnages féminins sont un petit peu avortés ou en attente. Donc voilà, Batgirl qui a été annulée, Wonder Woman voilà, qui n'avance pas, Birds of Prey comme tu le disais. Donc voilà, ça reste très fragile et donc on espère quand même du mieux pour la suite. Et donc aussi pour dire que en fait c'est un sujet hyper vaste qu'on a envie de traiter de manière beaucoup plus longue. Donc on le fera sûrement dans un épisode de podcast parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas dit ici. Mais en attendant, on va prendre quelques questions dans le public si vous en avez. Bonjour, j'ai une petite question s'il vous plaît. En tant que femme, est-il encore éthique de continuer à aimer l'univers Marvel étant donné que les femmes sont sous-représentées ou bien sur le support de choses, de diverses choses pas très profondes? Je suis désolé, j'ai pas entendu certains mots de ta question, excuse-moi. Donc Vous souhaitez que je répète? Ouais, c'est mieux comme ça. Oui, alors en tant que femme, est-il encore éthique de continuer à aimer l'univers Marvel étant donné que les femmes sont sous-représentées et sont souvent le support de choses pas très profondes? Moi j'ai envie de dire que bien sûr il est totalement éthique d'aimer Marvel, hein, on aime absolument ce qu'on veut et justement il faut l'aimer pour avoir envie que ça bouge, pour avoir envie de porter les projets en tant que fan, parce que à notre échelle clairement ce qui compte c'est ce qu'on va aller voir en salle, c'est le ticket de cinéma comme dit toujours Geoffrey qui est notre meilleure arme et notre vote et nous ce serait pour moi en tout cas dommage de s'interdire d'aimer quelque chose parce qu'il n'y a pas encore ce qu'on y attend, justement faut aller chercher et faut s'enthousiasmer quand on voit des Wonder Woman, quand on voit des Supergirl plus musclées, quand on voit des Birds of Prey, même si tout n'est pas parfait, se dire que déserter en tant que femme l'univers, c'est le laisser en fait au public pour lequel il serait soi-disant destiné et du coup refuser d'y prendre partie et de s'investir. oui, moi je suis d'accord. En plus, je pense que c'est une question que chaque personne devrait se poser et qu'il ne faudra vraiment pas dicter un code de conduite officiel de bonne approche, de bon féminisme ou quoi que ce soit. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que les choses avancent lentement et qu'avant d'arriver à des choses qui peuvent nous sembler dignes et vraiment satisfaisantes, il faut accepter que la lenteur du business. Et ça marche pour tous les films de science-fiction, pour tout un tas de choses qui pourraient avoir du mal quand on commence à exister au Hollywood. Il faut se dire, il ne faut pas tout accepter, mais se dire que les choses avancent les unes après les autres et qu'on ne peut pas passer par un bond et on voit qu'il y a une lenteur de ces projets pour se développer. Donc, malheureusement, parfois, il faut se dire, ça passe par des petites choses, par des petites avancées, et il peut y avoir plein de défauts dans tous les films, et c'est aussi en soutenant ce genre d'alternative aux yeux du business que les choses peuvent avancer dans une bonne direction. Une autre question? Oui, bonjour, j'aimerais avoir votre avis sur Catwoman, sur la première adaptation de 1966, l'image de la fin de ce domaine. Oui, en fait, ce qui était intéressant, c'est que je trouve à l'époque, en tout cas, que c'était relativement novateur et que j'ai pas tout vu de cette série, mais c'était hyper. Comment dire, j'ai l'impression qu'on avait quand même une représentation qui passerait moins bien aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui, voilà, je vais le dire, hein, mais dès qu'on a un personnage féminin ou un non blanc dans une série ou dans un film de super-héros, le film est taxé de wokisme et de tout, d'autant de termes stupides. Et je pense que ce genre de série, clairement, aujourd'hui, passerait assez mal auprès d'un public qui a ce genre de réflexe. Donc c'était un bon départ. Malheureusement, effectivement, ça n'a pas percé jusqu'à l'industrie qui brassait plus d'argent sur le grand écran. En fait, souvent, ce genre de progrès s'arrête souvent pour des questions d'argent. En fait, à partir du moment où il y a trop d'argent en jeu, les films disparaissent. Donc c'est pour ça que je pense que ça commence justement par des représentations dans les séries qui sont intéressantes et qui après ne perdurent pas jusqu'au grand écran. Justement, ma question se basait sur l'adaptation de la série qui a été en film. Le Batman de 1966. Ah oui, c'est vrai que oui, il y a Batman. Oui, non, là. Mais c'est un personnage que vous montrez sur le C'est-à-dire que ce film, moi je le trouve, comment dire, je trouve qu'il n'y a aucun des personnages qui est vraiment bien traité dans ce film. C'est plus, on est vraiment au second degré dans l'autodérision. C'est assez marrant, mais Catwoman, elle a des aspects assez ridicules, mais finalement tous les personnages, donc ça donne l'impression d'une blague. Ce qui fait plaisir, c'est que la femme est vraiment intégrée justement dans cette blague. Ça c'est cool. Après bon, ça reste un peu oui, la femme très féminine. Bon, voilà, c'est juste, je trouve ça agréable dans ce film-là que je trouve imparfait pour plein de raisons, qu'on fasse participer en fait la femme au second degré
pense que ça va être la dernière. Je suis pas sûr de bien formuler ma question, mais est-ce qu'avec des films comme Prey, on voit des personnages féminins qui sont pas sexualisés, c'est plus ou moins adolescent, mais avoir des personnages dans des films plus indépendants avec moins de budget pour que les producteurs puissent petit à petit financer des films plus gros avec plus de budget, plus de sous-texte. Oui, sauf que le film s'est planté. C'est ça le problème, c'est que, je vais pas dire à cause du public, parce que l'idée c'est pas de rejeter la faute, il y a mis des critères, et ça veut pas dire que le film est bien d'ailleurs, mais effectivement c'est une alternative logique d'un point de vue business, c'est que les films coûtent moins cher, qu'il y a un budget relativement réduit, et que ça puisse faire avancer les choses. Le problème c'est, est-ce que ça marche? Et quand ça marche, est-ce que celui d'après va marcher suffisamment, et que Wonder Woman, ça prouve qu'en fait, même quand les trucs semblent avancer et que Wonder Woman semble tout exploser, il y a quand même le risque qu'après il y ait un petit faux pas. Et il suffit de ce petit faux pas pour que peut-être ils se redisent, ils refassent un mail entre eux, entre producteurs, en disant ok, Wonder Woman ça a marché, mais t'as vu Birds of Prey? Alors là on attend par exemple Captain Marvel 2, puisque le premier a fait plus d'1 milliard, ce qui a été énorme, mais il est sorti entre les deux Avengers, Infinity War et Endgame. Alors est-ce que c'est un heureux accident? Est-ce que c'était vraiment une volonté de soutenir le personnage? Si Captain Marvel 2 se plante, je ne sais pas trop ce qui va devenir de ces projets-là, ça va être intéressant à suivre. Mais oui, c'est sûr qu'une alternative de petits projets, ça serait peut-être pas mal qu'il y ait des projets qui soient moins chers, qui se fassent un peu plus encore en marge du système des grosses productions. Un projet Electra par exemple pour la mise en visuel, là, ce serait intéressant qu'il fasse un truc, bon à la Logan, c'est peut-être un peu ambitieux vu que le personnage n'est pas encore assez installé, mais oui, je pense que ce serait une bonne alternative. Reste à voir si ça va se faire et si les gens suivront, iront les voir. Et justement, pour ça, Marvel a un super support, c'est Disney+, avec toutes les séries, où She-Hulk, c'était vraiment malin de l'introduire d'abord dans une série, d'abord pour pouvoir faire un format différent, d'abord proposer quelque chose de différent sur le fond et la forme en théorie, et justement se servir de tout ça pour ensuite la porter au cinéma. On sait que She-Hulk fera partie à un moment de groupe X de super-héros. Est-ce qu'elle aura son film à elle indépendant comme a pu l'avoir Hulk, qui n'a pas eu de film parce que problème de droit, mais qui a eu son film? Ça c'est malheureusement un peu moins sûr. Voilà, ce sera le mot de la fin du coup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Encore une fois, voilà.